Bonsoir, Colonel Jakpo, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre, pour ce live exceptionnel. Colonel Jakpo, la récente rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Zelensky à la Maison-Blanche, cette rencontre qui s'est déroulée du vice-président américain a été marquée par des échanges verbaux tendus entre les deux dirigeants. Trump a accusé Zelensky de manquer de respect à la Maison-Blanche, tandis que Zelensky a ignoré les commentaires désobligeants de Trump à son égard. Ces événements ont mis en lumière la nature de plus en plus conflictuelle de la politique internationale qui semble prendre des allures de télé-réalité. Il est important de noter que cette rencontre pourrait avoir des conséquences significatives sur la politique internationale, en particulier dans le contexte du conflit ukraino-russe. Les relations entre les États-Unis et l'Ukraine sont cruciales pour maintenir une pression sur la Russie qui continue d'exercer une influence importante sur l'Ukraine. D'après vous, les circonstances et les conséquences de cette rencontre, Colonel Jakpo? Alors oui, c'est une réunion pour le moins orageuse à laquelle on a assisté entre Zelensky d'un côté et Donald Trump et J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, d'autre part. Alors, j'ai entendu beaucoup de bêtises, soit de la part des pro-Trump, comme ceux qui sont contre. Enfin, chacun, c'est un peu comme toujours dans ces situations. Et d'ailleurs, sur le conflit ukrainien d'une manière générale, chacun y voit ses propres préoccupations, chacun fait un peu sa propre guerre, si vous voulez, ou commente sa propre guerre. Alors, je pense qu'il est important de revenir dans la peau des protagonistes et de se mettre dans la tête des protagonistes pour comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui s'est passé à Washington, on est obligé évidemment de remonter un petit peu dans le temps et de comprendre que tout le noyau du problème, ou ce qui a amené en tout cas cette rencontre, c'est la question de cet accord entre les États-Unis et l'Ukraine concernant l'usage de minerais et les terres rares qui seraient en Ukraine. Alors, pourquoi ça? Il faut comprendre que l'année passée, alors que pratiquement depuis le début de l'année, en fait, alors que j'en ai déjà parlé, hein, l'Union européenne n'avait pas du tout anticipé l'élection de Donald Trump, etc. On pensait que tout allait continuer comme ça avait commencé. Mais je pense que les Ukrainiens, eux, ont pensé qu'il était probable que Trump allait gagner. Et Trump n'a jamais caché son intention de s'extraire du conflit de l'Ukraine. Donc, il n'a pas nécessairement, je pense pas que son but soit la paix. Son but, c'est que les États-Unis ne soient plus impliqués dans le conflit. Ça, je crois que c'est très important à comprendre. Et par conséquent, les Ukrainiens, et Zelensky en particulier, ont essayé de mettre en place une stratégie, si vous voulez, pour inciter Donald Trump à rester impliqué dans le conflit. Voilà. Tout est là. Et pour l'inciter, comme ils savent que Trump est à la base un homme d'affaires, et que Trump avait d'ailleurs dit à plusieurs reprises depuis durant sa campagne présidentielle, la campagne électorale, puis ensuite une fois qu'il a été élu, il avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait pas investir dans le conflit ukrainien parce que ça lui rapportait rien. Et Zelensky l'a un peu pris au mot, et dès l'année passée, déjà au mois d'octobre, novembre, quand on parlait de son fameux plan de victoire, hein, que Zelensky avait mis au point, il y avait ajouté l'idée que les Américains pourraient exploiter les richesses minières qui se trouvent
en Ukraine. De façon à ce que, si vous voulez faire une sorte de dire, si vous investissez dans ces ressources minières, si vous investissez dans l'Ukraine, eh bien, vous aurez accès à ces ressources minières et par conséquent, si vous protégez l'Ukraine, vous protégez aussi vos sources de revenus. C'est un peu ça l'idée. Et cette idée a évolué et l'année passée, les Ukrainiens, ou Zelensky, est venu avec ce projet de dire aux Américains, voilà, si vous voulez pas investir, on comprend que vous vouliez pas investir à fond perdu dans l'Ukraine, mais on vous propose de nous aider à concurrence de 500 milliards de dollars et en échange, vous avez accès à nos recherches, à nos ressources minières. Et ça s'est fait déjà dès le mois de novembre de l'année passée. L'idée a un peu mûri et puis elle a été proposée à Donald Trump. Elle a été proposée une fois qu'il est arrivé évidemment en activité et notamment au début février. Et donc c'était l'idée. On comprend que vous vouliez pas investir à fond perdu. On vous propose un partenariat concernant l'exploitation minière et en échange, vous nous aidez, vous fournissez les armes. Et Donald Trump, il n'est pas né de la dernière pluie quand même. Et donc, il a compris qu'on essayait de l'appâter pour rester en Ukraine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, son propos, c'est pas de faire la paix, c'est de sortir les États-Unis de l'Ukraine. Par conséquent, il a dit, écoutez, pour un partenariat concernant les mines, d'accord, mais pas pour vous fournir, pour rester en Ukraine avec des armes. Donc, d'accord pour le partenariat pour les mines, mais au lieu que ça finance une aide future, eh bien, ça financera l'aide qu'on vous a déjà fournie. Et là, il y a une première source de tension parce que dans l'esprit de Zelensky, ce que les Américains avaient fourni à l'Ukraine, c'était des dons. Donc un don, vous n'avez pas besoin de le rembourser. Alors, je ne sais pas quelle a été la teneur exacte des discussions qu'il y avait eu à l'époque entre Joe Biden, l'administration ukrainienne et en quels termes cette aide a été définie, si vous voulez. Mais pour Trump, en tout cas, ils ont investi dans l'Ukraine et cet investissement doit être remboursé d'une manière ou d'une autre, alors que du côté des Ukrainiens, cette aide, elle était unilatérale et donc il n'y a pas de raison de la rembourser. Donc on a déjà là une source de conflit. Mais vous voyez aussi qu'il y a autre chose. Parce que quand la proposition que Zelensky avait faite, c'est-à-dire on vous laisse exploiter les ressources minières jusqu'à concurrence de 500 milliards et vous nous fournissez des armes en échange, eh bien, ça oblige les États-Unis, si vous voulez, à fournir une prestation pendant des années, on verra, on en reparlera encore tout à l'heure, fournir des prestations pendant des années en échange du droit d'utiliser. Alors que la proposition que Trump a faite, eh bien, elle inverse un peu le procédé parce qu'elle donne plus d'obligation aux États-Unis. C'est du coup l'Ukraine qui a une obligation de rembourser et non plus les États-Unis qui ont une obligation de fournir une prestation. Et donc, les choses ont été inversées. Alors, j'ai déjà présenté cette carte des terres rares et des minerais précieux en Ukraine, où on voyait la répartition des différentes richesses minières de l'Ukraine. Et on avait vu d'ailleurs qu'une grande partie de ces richesses se trouvait dans la partie orientale de l'Ukraine, c'est-à-dire la zone qui en principe est sous contrôle ou qui pourrait être rapidement sous contrôle russe. Et en exergue de cette carte, je l'avais pas montré à l'époque, mais maintenant je vous mets ici cette liste ici de ces noms. Il y a 17 noms ici, qui sont en fait les noms ce qu'on appelle les terres rares.
Et ces terres rares sont les terres des minerais qu'on trouve un peu partout dans le monde, mais dont il y a relativement peu de gisements qui soient suffisamment importants pour permettre une exploitation commerciale ou industrielle, si vous voulez. Et aujourd'hui, on va en reparler, la plupart des gisements de terres rares qui existent se trouvent en Chine et en Russie, ce qui n'est pas très surprenant. Ces terres rares sont des matériaux qui ont des propriétés extrêmement intéressantes, notamment pour la réalisation, l'élaboration de microprocesseurs ou de technologies de l'électronique, parce que ce sont des matériaux qui ont des propriétés extrêmement particulières qu'on trouve nulle part ailleurs. Et par conséquent, ces terres rares, évidemment, on en a découvert l'intérêt il y a relativement peu de temps, c'est avec l'évolution de la technologie, mais ce sont des technologies, des minerais qui deviennent extrêmement importants à partir du moment où, notamment, les États-Unis veulent lutter contre, par exemple, la Chine. On va y revenir. Alors, j'avais montré aussi cette carte de la répartition en valeur de ces minerais. Ici, l'Indépendant, The Independent, le journal britannique, parlait de minéraux critiques, et on voyait de nouveau que finalement la plupart de ces gisements, en tout cas ceux qui sont intéressants du point de vue commercial et industriel, se trouvent de nouveau dans la partie orientale du pays. Et alors, l'année passée, fin de l'année passée, l'Ukraine a établi un portfolio de ces ressources minérales, minières, pour en faire une sorte de catalogue à destination des pays occidentaux pour que les pays occidentaux soient intéressés par ça. Et de nouveau, ça s'est fait à la fin de l'année passée, donc au moment où Zelensky a voulu commencer à attirer les Américains, notamment Trump, dans cette affaire. Et quand il parle, il y a une page qui parle des terres rares et des minerais, on voit qu'il y a sur la liste, le catalogue de l'Ukraine, il n'y a aucune terre rare qui est mentionnée. Il parle du beryllium, mais qui n'est pas une terre rare, qui est un métal. Bon, probablement qu'on peut discuter, je ne suis pas un spécialiste en matière de terres rares et de minerais particuliers, de métaux précieux, etc. Probablement qu'on peut discuter sur les terminologies, mais apparemment, le beryllium ne fait pas partie de ces terres rares. Et par ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes confessent que leurs réserves sont relativement modestes, puisqu'on parle de réserves estimées à 15 000 tonnes en tout et pour tout. Donc, vous voyez qu'on ne va pas très, très loin. Et puis, en décembre de l'année passée, il y a un rapport qui est sorti et qui a été publié par par un centre d'excellence, le NATO Energy Security Center of Excellence, qui est basé en Lituanie et qui parle justement des ressources minerais. De nouveau, tout ça s'est fait en décembre. Vous voyez qu'il y a manifestement une concertation pour essayer de donner un petit peu de relief aux capacités minières ukrainiennes. Alors, j'ai mis ici la couverture de ce document avec le logo du centre d'excellence et il y a également sur la couverture le logo de l'OTAN. Mais ce document, il est important de le dire aussi, les centres d'excellence de l'OTAN, il y en a plusieurs, d'ailleurs ils sont presque tous, enfin une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie se trouvent dans les pays baltes et sont des centres qui travaillent un petit peu comme des think tanks au profit de l'OTAN, mais qui ne font pas partie de l'OTAN. C'est très important de le dire. Donc, il y a le logo de l'OTAN ici, mais ce n'est pas une structure de l'OTAN. C'est des structures qui sont associées à l'OTAN, qui sont financées par l'OTAN, mais qui ne font pas partie de l'OTAN. C'est important de le dire. Et dans ce document, eh bien, il y a un passage qui dit « L'Ukraine apparaît comme un potentiel fournisseur clé de métaux et de terres rares, tels que, et là, il y a une énumération, titane, lithium, beryllium, manganèse, gallium, uranium, zirconium, graphite, apatite, fluorine et nickel. Aucun de ces matériaux ne sont des terres rares. C'est des matériaux qu'on trouve, alors il y en a dont il y a des réserves importantes, hein, c'est le cas du lithium qui est très important en Ukraine, mais qui n'est pas une terre rare.
c'est un matériau qu'on trouve quand même un peu partout. On ne peut pas dire qu'il est courant, mais il y a quand même un certain nombre de pays qui l'offrent. Alors, c'est important de le rappeler parce que, en réalité, on s'est aperçu, et ça c'est tiré d'un rapport de Bloomberg, il n'y a pas de terres rares en Ukraine. Et quand vous regardez la répartition dans le monde des terres rares, vous apercevez sans surprise qu'il y en a une grande quantité en Chine, au Vietnam, au Brésil, ici dans d'autres pays, et puis en Russie. Et vous avez 2 millions de tonnes au Groenland, ce qui est aussi intéressant. Mais ce que vous remarquez, c'est que pratiquement la totalité des terres rares disponibles dans le monde se trouve en réalité dans les mains des BRICS. Et que par conséquent, avoir le contrôle sur les terres rares est d'intérêt stratégique pour les États-Unis, et surtout à partir du moment où ils essayent de se dégager de l'influence, ou pas l'influence, mais disons de l'importance de la Chine au niveau de l'approvisionnement en matière de matériaux stratégiques. Et si on va plus loin et qu'on regarde le rapport du US Geological Survey, qui est l'institution ou l'organe du gouvernement américain qui s'occupe de pas de la gestion, mais de l'évaluation des ressources minières, on s'aperçoit dans toute cette liste, on voit que les États-Unis ont des terres rares, hein, ils sont bien que les terres rares se trouvent en grande partie en Chine, et les plus grandes réserves de terres rares se trouvent en Chine avec 44 millions de tonnes. Donc on est sur des chiffres qui sont considérables. Et si vous voyez tout le reste, eh bien vous apercevez qu'on se trouve aussi avec des pays qui sont pratiquement tous, à part le Canada et naturellement l'Australie et la Chine, eh bien on a pratiquement, bon le Groenland aussi, hein, puisque ça fait partie du Danemark, mais dans la grande partie, sinon tout le reste c'est des pays des BRICS. Donc on voit que, mais ce qu'on voit là-dedans aussi, c'est que l'Ukraine n'en a pas. Et que par conséquent, l'offre qui avait été faite par Zelensky de ces terres rares et de ces minerais précieux à Trump au début de l'année, eh bien, c'était un peu un marché de dupes quelque part. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, probablement, Trump a dit, probablement que évidemment, quand il a reçu l'offre de Zelensky, je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes de l'administration américaine qui ont dû réfléchir à ça et qui ont vu que c'était un marché de dupes. Et c'est la raison pour laquelle Trump a inversé le processus et qu'il a changé les termes de l'accord qui était prévu. Et au lieu de fournir des armes ou d'un soutien pour financer ou pour accéder aux terres rares, il a dit, ben non, les prestations les ai déjà faites, maintenant on peut accéder à ces terres. Et quand vous faites ça, vous apercevez que vous renversez totalement l'importance du deal, et que un deal qui était favorable à Zelensky au départ est maintenant un deal qui est totalement favorable aux Américains. Et c'est la raison pour laquelle Zelensky a tant hésité à signer cet accord. Et ça, c'est l'article de Bloomberg qui disait qu'il y a effectivement pas pratiquement il n'y a pas de terres rares en Ukraine. Et si vous ajoutez à ça que les Russes viennent de prendre à mi-janvier, ils ont pris sous leur contrôle le plus grand gisement de lithium d'Ukraine, eh bien vous voyez qu'il reste plus grand chose à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on pourrait interpréter la crise qu'on a vue l'autre jour à Washington comme étant un peu la réponse du berger à la bergère de la part de Trump. Parce que je pense que l'administration Trump s'est aperçue que Zelensky voulait attirer les Américains dans le conflit, alors que les Américains ne veulent pas le faire, et en plus les attirer dans une sorte de marché de dupes. Parce que si il fallait
fournir, fournir des armes à l'Ukraine, en admettant, et c'est d'ailleurs l'article de Bloomberg qui le dit, en admettant que il faut considérer que les terres rares dans le monde, ça représente 15 milliards par année, 15 milliards de dollars. En admettant que l'Ukraine, et ce qui correspond pas à la réalité des choses, mais en admettant, par hypothèse, que l'Ukraine parvienne à fournir 20% de la production mondiale, c'est-à-dire 3 tonnes par année, eh bien, vous pouvez diviser 500 milliards par 3, pardon, j'ai parlé de tonnes, c'est pas vrai, c'est des milliards de dollars. Et vous pouvez diviser les 500 tonnes, les 500 milliards de dollars du deal que t'est offert par Zelensky par 3 milliards par 3 milliards de dollars produits par l'Ukraine chaque année, et vous verrez que pratiquement les Américains auraient été forcés de fournir des armes à l'Ukraine pendant 150 ans. Donc, les Américains, je pense, sont aperçus que c'était un marché de dupes, et c'est la raison pour laquelle ils ont changé le traité, et puis ils ont dit maintenant Zelensky, Zelensky s'est trouvé un peu pris à son propre piège quelque part avec cette histoire. Et c'est peut-être ça qui a déclenché ou qui a fait que cette réunion était électrique. Et alors, ce qui s'est greffé sur ce problème, là j'ai parlé uniquement du problème des terres rares et de l'implication des Américains pour fournir des armes. Mais il y a quelque chose qui est implicite derrière toute cette discussion et qui est tout aussi importante, c'est ce qu'on appelle les garanties de sécurité. Donc, Zelensky sait, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, une chose qui n'est pas nouvelle, hein, mais c'est CNN qui l'avait d'ailleurs annoncé, enfin pas annoncé, mais qui l'avait mentionné en mars 2022, donc on est au début du conflit, que Zelensky avait eu, avant l'intervention russe en Ukraine, Zelensky avait discuté avec les responsables américains. Et déjà, à ce moment-là, les Américains avaient dit, vous ne serez pas membre de l'OTAN. Officiellement, la porte restera ouverte, mais vous ne serez pas membre. Et depuis, les Américains ont été absolument cohérents là-dedans. Les Européens ont raconté un peu n'importe quoi. Je vous rappelle que l'OTAN, c'est une organisation dans laquelle le primus inter pares sont les États-Unis. C'est eux qui sont la clé de voûte du système, puisque c'est eux qui fournissent, si vous voulez, la justification nucléaire à l'Alliance. Et par conséquent, c'est eux qui donnent le là dans l'OTAN. Et les Américains ont été absolument cohérents entre Biden, Trump et probablement d'autres avant. En l'état, tant que l'Ukraine est en conflit avec la Russie, c'est impensable d'avoir l'Ukraine comme membre de l'OTAN. Donc Zelensky sait, et je pense que les Américains et Trump et Marco Rubio ont été absolument clairs là-dessus, et pas seulement ça, mais J.D. Vance l'a dit et Mike Waltz l'a dit également. Donc Zelensky sait qu'il ne fera pas partie de l'OTAN. Donc les garanties de sécurité doivent venir d'ailleurs, ou par un autre mécanisme, si vous voulez. Et ce que cherchait à faire Zelensky, c'est d'avoir des garanties de sécurité à travers, si vous voulez, un accord bilatéral. En l'occurrence, l'accord avec les minerais, qui aurait été une manière de pousser les Américains à fournir une protection à l'investissement qu'ils faisaient en aidant l'Ukraine. C'est ça l'idée. Et dans la foulée de cet accord, et surtout depuis que les Américains ont renversé la vapeur, c'est-à-dire on dit non, on va pas utiliser cet accord pour financer un engagement futur, mais on va utiliser l'accord sur les minerais pour financer l'engagement passé. Et c'est là que les Français et les Britanniques ont dû entrer dans le jeu parce que c'est eux qui ont accepté ou qui ont proposé d'envoyer des troupes en Ukraine et qui deviennent du coup les garanties de sécurité. Et ça n'est pas totalement pour rien qu'on a eu dans une séquence tout d'abord Emmanuel Macron
qui est venu parler de ces garanties de sécurité, et puis il s'est fait, il est reparti la queue entre les jambes. Ensuite, Keir Starmer, le Britannique, est arrivé à répéter aussi la volonté de mettre à disposition, sa volonté de mettre à disposition des troupes en Ukraine, et lui aussi s'est fait remettre en boîte par Trump et son équipe. Et puis, finalement, vous avez Zelensky qui revient avec, en définitive, la même revendication, mais cette fois-ci assortie d'un accord concernant les minerais. Mais cette fois-ci, l'accord pour les minerais, à la différence de ce que Zelensky avait initialement en tête, cet accord ne lui est pas favorable. Et c'est pas pour rien si finalement, alors il y a eu l'escarmouche qu'on a vue dans nos médias, mais ça n'est pas pour rien aussi si Zelensky est sorti sans signer l'accord. Parce qu'il savait que cet accord ne lui était pas favorable. Il l'aurait signé si Trump avait dit, OK, cet accord, il est favorable aux États-Unis, Zelensky aurait accepté qu'il soit favorable aux États-Unis et défavorable à l'Ukraine, à condition que les Américains, malgré tout, acceptent de mettre en œuvre ces garanties de sécurité bilatérales. Et pourquoi Trump refuse que les Français et les Britanniques mettent en œuvre, mettent leurs troupes sur le terrain? C'est parce que le calcul des Britanniques et des Français, c'est que ils envoient les troupes sur le terrain. Donc on sait, plusieurs spécialistes ont dit que si on voulait vraiment avoir un impact sur le déroulement des combats ou des opérations, il faudrait mettre 200 000 hommes. Un temps, l'Europe avait dit on va mettre 100 000 hommes à disposition, mais ils n'y sont même pas arrivés. Aujourd'hui, Britanniques et Français, qui sont les seuls qui sont prêts à prendre le risque, arriveraient à mobiliser environ 30 000 hommes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces 30 000 hommes sont en difficulté, il n'y a pas de bouée de secours. Et c'est un peu ça que comptait négocier Emmanuel Macron et Keir Starmer avec Donald Trump. C'est-à-dire, ils disaient, bon, on envoie des troupes, mais si on a un problème, vous acceptez de venir nous aider. Et ça, c'est ce que Trump a refusé. Il a dit, si vous envoyez des troupes, ça c'est votre problème, c'est votre décision, mais nous, on va pas entrer dans une guerre parce que vous voulez continuer la faire. Nous, on veut la terminer. Et on veut pas la continuer. Donc, si vous voulez la continuer, c'est votre problème, pas le mien. Et voilà un petit peu où on est, la situation et la raison pour laquelle la situation est devenue explosive. En réalité, elle a déjà été moins visiblement, mais explosive quand même avec Emmanuel Macron. Elle l'a été avec Keir Starmer. Les deux, d'ailleurs, sont fait totalement ridiculiser par l'équipe Trump. Donc, si vous voulez, les étincelles sont passées, mais elles ont été un peu plus douces qu'avec Zelensky. Zelensky, lui, est monté sur ses ergots et a essayé de tenir tête à Trump. Mais avec Trump, c'est un peu compliqué pour Zelensky parce que Zelensky est dépendant des États-Unis. Et en réalité, toute la stratégie, à la fois des Européens d'ailleurs et de l'Ukraine depuis 2022, a été de se mettre dans cet état de dépendance. Et par conséquent, ça marchait avec Biden, mais avec Trump, quand on est en situation de dépendance, on est en situation de faiblesse. Et d'ailleurs, quand on détaille l'altercation qu'il y a entre Zelensky et le président Trump, on constate, Trump lui dit, vous n'avez pas toutes les cartes. Vous taisez-vous parce que vous n'avez pas toutes les cartes. C'est nous qui déterminons. C'est nous les tauliers ici. C'est pas vous. Et par conséquent, c'est nous qui avons la parole, pas vous. On est un petit peu dans les discours qu'on avait dans des films comme Le Parrain. Hein. C'est exactement ça. Je vous fais des propositions que vous pouvez pas refuser. C'est exactement cette situation-là. Mais, et c'est intéressant quand on va un peu au-delà de la discussion, il y a vu, donc, par le côté spectaculaire,
c'est que personne en Europe n'a anticipé ça, n'a anticipé cette situation, pas la discussion, mais la situation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un sommet européen qui a été convoqué d'urgence, etc., pour que on discute justement les conséquences de cette altercation. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne n'a jamais anticipé le fait que le changement de présidence aux États-Unis allait avoir des conséquences dramatiques sur leur propre politique. Et que ni par l'action diplomatique, ni par la mobilisation de ressources, qu'elles soient militaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières pour soutenir l'Ukraine, ils n'ont jamais fait ça. Donc aujourd'hui, ils se trouvent un petit peu dans une situation où l'eau, ils ont l'eau sous le menton, d'une certaine manière, et ils n'ont absolument rien anticipé. Ils n'ont jamais anticipé que la réaction très forte des Américains par rapport à ce rebiffement, si vous voulez, des Ukrainiens. Et Zelensky, lui aussi, a été surpris. On voit très bien dans sa gestuelle, dans son comportement, qu'il s'attendait pas du tout à ça. Il a été pendant 3 ans l'enfant gâté de l'Occident, où chaque fois qu'il venait, on l'accueillait avec tapis rouge et puis des applaudissements et les standing ovations, etc. Puis tout d'un coup, il s'aperçoit qu'on n'est plus du tout dans cette situation-là. Et je pense à moi, personnellement, j'étais très mal à l'aise pour lui quand j'ai vu cette émission, parce que je me suis rendu compte qu'il n'a absolument pas compris ce qui se passait. Il n'a rien compris. Et on a fait exactement ce qu'on fait avec un enfant gâté. Pendant des années, on le soigne, on le cajole, on le met à l'abri des problèmes. Et tout d'un coup, quand le problème arrive, eh bien, il n'est pas prêt pour l'affronter. Et on est exactement dans cette situation-là aujourd'hui. Il n'est pas prêt mentalement à affronter ça. Il n'est pas prêt politiquement. Et il n'est pas prêt matériellement non plus à affronter ça. Et aujourd'hui, cette altercation, le monde entier l'a vue, y compris les Ukrainiens eux-mêmes. Et donc, là, c'est quelque chose que j'ai déjà écrit en 2022 déjà. On a traité Zelensky comme un enfant gâté, on l'a jamais mis en face de ses responsabilités, parce que quand Donald Trump dit il aurait pu éviter que ça démarre, ou plutôt qu'il était à l'origine du début du conflit, c'est vrai. C'est une réalité. S'il avait été plus attentionné par rapport aux populations qui étaient sous sa responsabilité, les populations du Donbass. Alors, nos journalistes ont évidemment faussé notre perception en parlant de séparatistes. Mais les gens du Donbass n'étaient pas séparatistes. Les accords de Minsk ne prévoyaient pas un séparatisme. Encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, même ceux d'ailleurs qui sont favorables à la Russie, vous disent qu'on parle de séparatisme. Non, ils n'ont jamais été séparatistes. Ils étaient autonomistes. Les accords de Minsk prévoyaient une autonomie. Si les accords de Minsk avaient été mis en œuvre, on aurait une situation aujourd'hui comme on a en Suisse, du point de vue des relations entre les provinces et la capitale. Mais quand vous regardez, par exemple, la vidéo où on entend Emmanuel Macron parler à Vladimir Poutine, c'est en fin février 2022 ou début mars 2022, d'ailleurs, juste après l'intervention, où Vladimir Poutine lui rappelle les accords de Minsk. Et Emmanuel Macron fait une remarque qui me montre qu'il a strictement rien compris. Et je pense qu'un Français peut pas comprendre ça. Il dit, mais comment on peut avoir un dialogue avec des séparatistes pour faire les lois à Kiev? Alors que c'est précisément ce que demandaient les accords de Minsk. C'est qu'il y a un dialogue qui s'établisse entre les autorités des entités qui voulaient être autonomes et Kiev. Mais pour quelqu'un qui a dans la culture politique française, où c'est Paris qui décide pour tout,
et qu'il n'y a pas de dialogue réel entre la province et Paris, c'est la monarchie. Et pour lui, c'était impensable de donner la parole aux représentants des provinces. Or, les accords de Minsk, les premiers accords de Minsk, il ne faut pas l'oublier, ont été établis grâce à une diplomate suisse, Heidi Tagliavini, qui était représentante de l'OSCE à l'époque, et qui a contribué à la mise en place du premier accord de Minsk, c'est celui qui a été signé en septembre 2014. Et cet accord prévoyait justement un modèle, pas pour rien que j'ai parlé du modèle à la Suisse, parce que c'est cette diplomate suisse qui a probablement mis les graines d'une solution suisse dans les accords de Minsk. Et c'est pour ça que je disais, si le problème, c'est que les Français n'arrivent pas à comprendre le fédéralisme. Ça va, même d'ailleurs ceux qui sont souverainistes n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que c'est quelque chose qui est totalement hors de leur logiciel. Les Allemands y arriveraient peut-être un peu, mais je pense qu'ils étaient trop idéologiquement orientés pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle on a laissé finalement le régime de Kiev faire ce qu'il a fait. Mais en réalité, si on avait appliqué les accords, et ça c'était la responsabilité de Volodymyr Zelensky, parce que il avait promis qu'il le ferait, et il ne l'a pas fait. Donc c'était sa promesse de campagne, hein, il était parti là-dessus, et il a refusé de le faire, et il l'a dit lui-même qu'il avait refusé de le faire. Donc c'est pas une invention de ma part, je l'ai mentionné dans mes livres, il l'a dit lui-même, il avait jamais cherché à mettre en œuvre l'accord de Minsk. Tout comme Poroshenko l'avait dit précédemment, François Hollande et Angela Merkel. Donc, il a une responsabilité dans cet accord. Et je rappelle d'ailleurs, puisque on a beaucoup critiqué Donald Trump pour avoir utilisé ou accusé Zelensky d'avoir commencé cette guerre, puisque Donald Trump a dit vous ne fallait pas la commencer. Je rappelle que le 24 mars 2021, soit près d'une année avant le début des hostilités, que Zelensky a adopté un décret pour la reconquête des territoires de Crimée et le sud du pays. Par conséquent, et c'est sur la base de ce décret qu'il y a eu une montée en puissance des forces ukrainiennes le long du Donbass, ce qui a abouti à la situation qu'on a eue à la mi-février 2022, provoquée ensuite, comme je l'ai déjà expliqué, la reconnaissance en urgence des deux républiques du Donbass, de façon à ce que la Russie puisse intervenir dans le cadre d'une demande formulée par deux pays, qui étaient la République populaire du Donbass et la République populaire de Lugansk. Donc, quand on met tous les événements, pas ceux que les médias ont cachés, parce que quand les médias vous parlent pas de quelque chose, c'est qu'ils ne veulent, ça les dérange d'en parler. Ça, c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on vous parle jamais du référendum de janvier 1991 pour la Crimée, qui est en fait le vrai point de départ de l'épisode de Crimée qui aboutira en 2014 à l'annexion de la Crimée, ou de l'intégration de la Crimée dans la République la Fédération de Russie, parce que c'est en janvier 1991, c'est-à-dire avant même l'indépendance de l'Ukraine, que la Crimée a demandé à être sous l'autorité de Moscou. Et c'est l'Ukraine qui a en fait refusé ça d'une certaine manière, ou qui a imposé son diktat à la Crimée, et qui a fait que la situation est restée très tendue pendant toutes les années, et c'est en 2014 que la situation a finalement explosé et s'est cristallisé autour d'un nouveau référendum et de ce rattachement à la Fédération de Russie. Et chaque fois, on peut dire, l'Ukraine a mal manœuvré avec ses provinces. Parce que s'ils avaient eu le doigté ou le nez pour
accorder à ces provinces l'autonomie qu'elles voulaient avoir en matière culturelle, en matière d'éducation, en matière de langue, etc., l'Ukraine serait telle qu'on la connaissait il y a 30 ans. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de forcer, et ça vient en grande partie à cause de ces ultranationalistes que les Occidentaux ont placés au pouvoir en 2014 et qui ont imposé de nouveau un gouvernement, un régime nationaliste qui, du coup, a effacé tous les avantages régionaux qu'il aurait pu avoir dans les minorités existantes. Ça a touché tout autant, d'ailleurs, les minorités hongroises et roumaines qu'on a dans l'ouest du pays. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, aujourd'hui, vous avez cette opposition de Viktor Orban par rapport à la politique de Zelensky. C'est pas parce qu'il aime Vladimir Poutine, c'est parce que la minorité hongroise en Ukraine a subi les mêmes, pour ne pas dire pire, que la minorité russe dans la partie est du pays. Et c'est la raison pour laquelle la Hongrie, à plusieurs reprises ces dernières années, s'est retournée a demandé une intervention du Conseil de l'Europe, et puis systématiquement on n'a pas voulu le faire parce qu'on n'a pas voulu remettre en question le changement de régime qui avait eu lieu en 2014. Mais en réalité, ce sont ces nationalistes qui veulent, je cite, une Ukraine pure, racialement pure. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez lire mes livres et puis vous avez les citations des gens qui sont partis. Donc, on est de nouveau dans, et d'ailleurs, ça a été confirmé par quelque chose que de nouveau nos médias ne citent jamais parce que ça les dérange. C'est la loi du 1er juillet 2021 qui donne des droits différents aux citoyens russes qu'aux citoyens ukrainiens. Et c'est de là, d'ailleurs, un des parlementaires de la Rada qui dit, à partir d'aujourd'hui, les Russes n'auront plus droit aux mêmes droits constitutionnels que les Ukrainiens. On est en juillet 2021. Ça, évidemment, aucun journaliste occidental ne vous le dira. Parce que ça nuit au narratif et ça nuit évidemment à l'idée qu'on se fait d'une Ukraine parfaitement démocratique, etc., etc. Mais voilà, donc on est toujours obligé un peu de revenir. Il y a toujours une logique aux événements et une vraie logique, pas des logiques fallacieuses. Alors quand on dit, je relisais le rapport sur la sécurité de la Suisse 2024, où on dit que Vladimir Poutine veut reconstituer pratiquement l'Union soviétique. Enfin, on est dans des choses qui n'ont jamais été dites par aucun officiel russe, qui ont été des bruits de couloir ou des rumeurs qui ont été colportées en Occident, comme prendre Kiev en 3 jours. Jamais un seul Russe n'a dit ça. C'est des choses qui viennent de l'Ouest. Mais ça fait partie d'un rapport officiel des services de renseignement suisses. Bon, c'est pas très surprenant du coup que son chef donne sa démission. Peut-être que voilà de cause à effet, je ne sais pas. Mais ça montre que on vit dans des réalités qui sont des réalités virtuelles, qui ont été déterminées. C'est nous qui avons déterminé les faits. Et c'est même des faits qui sont, qui sont imaginaires, qu'on a créés de façon à expliquer la situation qu'il y a maintenant. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'avec des gens comme Trump, eh bien, on revient à des déclarations, par ces déclarations plus exactement, on revient à certains faits. Et ces faits dérangent du coup. Mais il va falloir, exactement comme il fallait tenir compte de ce qui s'est dit avant, il faudra dans le futur tenir compte de cette perception américaine des choses. Et la raison pour laquelle aujourd'hui les Européens se trouvent démunis par rapport à la situation telle qu'on l'a découverte, notamment l'autre jour à Washington, eh bien c'est que justement ils vivent sur
leur propre représentation des faits et non pas sur les faits tels qu'ils sont. Et aujourd'hui, il y a un décalage entre leur représentation de ce qu'ils veulent et même là, j'entends, on parle de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Ukraine réellement? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec l'Ukraine? On sait que l'Ukraine ne pourra pas récupérer les territoires que la Russie a pris. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on voit la fin de l'histoire? Et on s'aperçoit que personne en Europe n'a de vision là-dessus. Donc on va adopter des politiques sans savoir vers quoi elles tendent. Et c'est exactement, c'est pour ça c'est ce que Sun Tzu disait il y a 2500 ans. La tactique sans stratégie n'est que du bruit avant la défaite. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui avec l'Union européenne, les Occidentaux en général et l'Ukraine.